Pourquoi tout va s'effondrer? Cette vidéo va vous faire perdre le moral, je vous préviens. À visionner pour ceux qui ont envie de savoir ce qui les attend. Je vais pas vous faire un remake du On est dans la merde, mais tenter ici de sourcer plus ou moins tout ce que je sais du changement climatique et des conséquences que cela va avoir. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement inévitable. Je ne pense rien vous apprendre si je vous dis que l'on vit en ce moment un effondrement biodiversitaire, si. On vit la 6e extinction de masse, à un rythme semblable, voire plus élevé que lors de l'extinction des dinosaures. Le problème, lorsqu'on bute 50% des animaux sauvages terrestres en 50 ans, c'est que ça a quelques petites répercussions. Dans les océans, le fait d'avoir exterminé 90% des baleines et des requins est un danger sans précédent pour le phytoplancton. La baleine a un effet boost sur celui-ci et sur le krill, le requin étant quant à lui l'apex prédateur des océans et régule toute la chaîne alimentaire marine. Sans lui, celle-ci se dérègle jusqu'à sa base, qui se trouve être le phytoplancton. C'est quoi le phytoplancton ? C'est des micro-végétaux des mers, qui absorbent le CO2 et produisent de l'oxygène. On estime d'ailleurs que plus de 50% de notre oxygène est directement lié à lui, et donc aux océans. L'autre problème, moins il y a de phytoplancton, moins il y a d'absorption de CO2. Les océans font de moins en moins leur travail de purificateur d'air, dans un monde où nous le polluons de plus en plus. Pour le phytoplancton, il n'y a pas que les pertes de baleines et de requins qui le mettent en danger. Il y a aussi la profusion de plastique, l'acidification, les dead zones, les rejets de pétrole, la pollution sonore qui empêche les mammifères de chanter et donc de se retrouver pour s'accoupler. Pour le reste des espèces marines, on estime, et cette estimation a été estimée extrêmement optimiste au vu des dernières infos sorties, que les océans seront vides en 2048. Si on arrive, ou même si on s'approche de ça, on est complètement foutu. Je terminerai en parlant du corail, qui migre du sud vers le nord, avec des épisodes de bleaching énormes en région tropicale, ce qui est un désastre pour la biodiversité locale. Sauf que le corail tropical n'est pas adaptable partout en climat tempéré, et la plupart du temps, il vient foutre un bon gros bordel dans la biodiversité des zones tempérées. Ainsi, il y aurait encore des échanges eau chaude eau froide, qui sont en train de changer à vitesse grand V à cause de la fonte des glaciers, ce qui a un impact direct sur les grands courants marins comme le Gulf Stream. S'ils s'arrêtent, et certains scientifiques en parlent comme quelque chose de quasi sûr, c'est tout le climat tempéré que l'on connaît qui se retrouvera changé profondément. Avec une eau moins chaude, il y aura aussi moins d'évaporation de l'eau, donc des nuages moins chargés en eau, donc moins de précipitations. Mais il n'y a pas que les océans, il y a la biodiversité sur Terre aussi. Celle-ci est à l'agonie la plus totale. Pour parler d'agriculture, on a perdu quasiment 95% de la vie de nos sols en 60 ans. La faute à l'épandage de pesticides, fongicides, herbicides, à l'explication qu'il faut labourer les champs, à une logique productiviste non respectueuse de la vie des sols. On se retrouve avec des légumes malades, sélectionnés pour résister aux pesticides, et sans diversité génétique, donc aucune résilience. Pour ce qui est des mammifères terrestres, on a tellement marché sur leur plate-bande qu'ils se retrouvent dans des territoires si petits, pour eux qu'ils n'y survivent pas, ou sont obligés de se rapprocher de l'homme. Le meilleur exemple est le loup. On sait que chaque loup a un territoire parcouru absolument gigantesque, mais on s'obstine à leur laisser des espaces de liberté trop petits. On s'étonne ensuite qu'ils attaquent les brebis. La réponse des humains à cela? Leur donner plus de terre? Non, on les tue. 40 par an sur une population de 300 en France. Génial. Passons désormais à des problématiques plus humaines, avec notre consommation d'énergie. Nous sommes une société dopée à celle-ci, et la plupart de nos décisions politiques et économiques sont d'ailleurs tournées avec l'idée fausse que l'énergie est inépuisable. On consomme principalement du pétrole, du charbon et du gaz pour produire de l'énergie. Niveau production d'énergie primaire, 92% de l'énergie mondiale est produite par ces trois-là. 4% par le nucléaire, 3% par les barrages hydroélectriques et 1% seulement par les énergies dites renouvelables. Aujourd'hui, on mise tout sur ces dernières, sauf que c'est absolument rien du tout niveau production globale. Et surtout, c'est pas du tout la panacée. Le kilowattheure n'est pas très émissif en CO2 à la production, mais il le devient beaucoup plus au stockage au niveau des batteries. D'autant que le stockage est obligatoire pour ces énergies de flux, à moins que vous ne souhaitiez allumer vos lumières qu'en plein jour, lorsque vos panneaux photovoltaïques fonctionnent, et les laisser éteintes la nuit. Les énergies les plus décarbonées aujourd'hui sont le nucléaire et les barrages hydroélectriques. Mais cela pose tout un tas d'autres problèmes majeurs. Les déchets radioactifs et les risques d'explosion pour le nucléaire, la déformation des paysages et l'émigration de population pour les barrages. En bref, on n'a pas de système de production d'énergie de masse qui soit propre. Ça n'existe tout simplement pas. Et pour ce qui est de la production de pétrole, le taux de retour énergétique des puits